Du 7 au 10 novembre prochain vont se tenir ici à Bamako les journées textiles du Mali, Malifinou. Les activités autour de cette 5e édition ont été dévoilées au public ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Les mystères autour du pagne, on en parle dans cette édition de ce soir. Vous verrez dans le reportage que nous allons vous proposer que le pagne est en voie de disparition chez la nouvelle génération au profit des pantalons-jupes, entre autres. La non-retransmission ce vendredi en direct du match Mali-Guinée-Bissau sur ORTM 1 était indépendante de la volonté des responsables de l'office. Le directeur général Hassan Baba Djombele nous donnera d'amples explications en fin d'édition. Voilà donc pour les titres de cette édition de ce samedi soir. Merci d'être très nombreux devant vos écrans pour nous suivre. Bonsoir et bienvenue à tous. 5e édition de Journée textile du Mali, Malifinou. Les activités ont été annoncées ce samedi au Palais de la Culture Amadou Ampateba. Cette année, l'accent est mis sur l'utilisation des plantes dans le textile artisanal. Ces journées visent la valorisation de nos tenues vestimentaires, faut-il le rappeler. L'événement est prévu du 7 au 10 novembre 2024. Kadijatou Kone et Tchadja Kamara. Notre culture, c'est notre identité et le style vestimentaire en fait partie. Oui, les vêtements portés peuvent refléter notre origine culturelle et permettre de transmettre des messages sur notre personnalité, nos goûts et nos aspirations. C'est pourquoi les organisateurs des Journées textiles du Mali, Malifinou, veulent valoriser notre identité à travers nos différents vêtements. Globalement, comme activité, il y aura la foire textile avec une 60aine d'exposants venus d'un peu partout au Mali. La conférence inaugurale sur le thème central animé par le CDAT, une deuxième conférence sur la place des médias publics dans la promotion du textile, cadre de l'ORTM et animée par l'ORTM, la maison mère, une troisième conférence sur le textile soninké proposée et animée par la communauté invitée d'honneur. Un après-midi de débats sur la tenue des chasseurs, une nuit folklorique de la communauté invitée d'honneur, des concerts live et les traditionnels grands défilés. Malifinou sera accompagné par Mali Douminiou. L'identité vestimentaire, c'est aussi comment choisir notre mode, nous enseigne l'invité d'honneur qui n'hésite pas à accompagner cette initiative et prône le consommer malien. Il s'agit là de créer une véritable industrie du textile au Mali. Nous avons les bases pour ça. Nous produisons beaucoup de coton. Nous avons tous les éléments, tous les ingrédients des plantes nécessaires pour nous donner les couleurs que nous voulons et qui est conforme à nous, à notre être, et qui est même conforme à notre milieu social. Pour dire à nouveau toute la fierté que nous éprouvons, la communauté soninké, d'accompagner ces journées. Le Malifinou est une initiative donc, hautement importante pour le Mali, pour la communauté Ioma, de par en fait, les objectifs qu'il poursuit, mais également de par les résultats qu'il veut atteindre. C'est quoi? C'est en fait le consommer local, c'est la production du textile malien. Et qui dit donc consommer local dans ce mois d'octobre, vous allez voir que donc Malifinou cadre parfaitement avec les objectifs de la communauté UOMA. Le parrain et la marraine de cet événement affichent leur fierté et exhortent aussi à la valorisation du Made in Mali. Cet événement est sans nul doute un cadre propice des rencontres, d'échanges d'idées et d'expériences, un espace de brassage entre les artisans et autres acteurs du domaine du textile et de la mode des différentes contrées du Mali. Un lieu de concertation entre ceux-ci et des décideurs. Madame Fatoumata Batoulian est très honorée et fière d'être la marraine de cette édition culturelle. Elle encourage la jeunesse à la mise en valeur du textile malien et remercie l'initiateur et la commission d'organisation du lancement de cette 5e édition Malifinou. Le thème de cette édition est « Utilisation des plantes dans le textile artisanal ». Les organisateurs veulent montrer la possibilité de créer des couleurs, des motifs, des textures et des styles avec nos plantes. Petite démonstration.
Se créer une identité unique à travers ses vêtements est une opportunité de présenter au monde qui nous sommes vraiment et ce que nous représentons, disaient nos grands-parents. Les vêtements incarnent aussi un puissant moyen d'exprimer notre authenticité. Parlant de notre authenticité, nous nous intéressons cette fois-ci au pagne. Comme l'ignorent bon nombre de jeunes filles, du moins les quelques-unes que notre équipe de reportage a rencontrées, le pagne est comme un moyen d'expression culturelle qui réunit les us et coutumes, les croyances et les traditions. Un tour en ville pour constater réellement que le pagne est en voie de disparition chez la nouvelle génération au profit des pantalons, jupes, entre autres. Alors, quels sont les mystères autour de ce tissu? Les éléments de réponse, c'est dans ce dossier que nous propose Mariam Sissoko. Le pagne est un morceau de tissu le plus souvent attaché par la femme autour de la taille. Le geste est simple. Il est attaché de façon croisée, en faisant un nœud pour bien le maintenir. Aujourd'hui, le pagne n'a pas une grande popularité chez les jeunes filles et pourtant, il fait partie de nos valeurs ancestrales. Ni kera muso ye doro be fini de sili la e ma ma fa woni cha yale ya fini ba jose anga jie ma yele makoy an yele de yele mana sunu anga tabulo ma yele ma afora anga sa jamana ye tabiya jamana ni dambe jamana de fanga dambe sui ni kele ya je doro ba yele la. Le port du pagne a perdu son sens au Mali et en Afrique. Parce que les autres nous ont apporté malheureusement leur façon de ils nous ont piratés. Alors bon, du coup, regarde l'évolution de la société, regarde, on ne maîtrise plus rien. Tout est à l'envers parce que nous nous sommes abandonnés nous-mêmes au profit des autres. Et ça c'est très difficile, ça c'est vraiment très difficile. Aujourd'hui, la femme porte un pantalon, la femme porte une culotte, la femme porte des slips. La femme porte des robes. La femme ne s'habille même plus. Et oui, le pagne n'est plus à la mode chez une tranche d'âge. Il laisse sa place aux jupes, pantalons, robes, entre autres. La preuve, nous avons baladé notre caméra en ville. Je ne sais pas. C'est juste que j'aime trop les pantalons. De temps en temps, j'apporte des habits cousus, mais je ne connais pas attacher les pagnes. Depuis une petite image, comme il y a beaucoup de c'est pour cela que je peux dire un conseil quand tu m'as fait quand ani orobu olu dire un conseil quand tu m'as fait siriga puis ça m'a fait que je peux ni faire au devant la fia quand tu m'as fait siriga wa je peux flever je peux de betiga yorobe ta fait le figa siriga diketani o connaît amano ko ko chamama. Dans nos us et coutumes, le pagne occupe une place très importante. Tout est mystère autour de ce tissu. Vous savez qu'il y a même des chansons qui disent « Je m'en fous de mes caractères, je vais mettre mon pagne, attacher mon pagne à ma gauche. » C'est être pervers. Le côté droit, par exemple, permet à la femme de résister. C'est un signe de protection. C'est un signe de protection. C'est extrêmement important. Parce que quand c'est comme ça, c'est effilé. Donc ça permet justement non seulement de faire des trappes, mais en même temps de protéger et bien donc la marche et de protéger même le physique de la dame en tant que telle. Mais une fois que le pagne est bien attaché, on ne le met pas à la gauche parce que c'est être les femmes qui ne respectent pas la parole donnée. Ce sont des femmes qui contractent des maladies vénériennes. Ce sont des femmes aussi qui font des fausses couches. Ce sont des femmes qui très jeunes ou avant la ménopause vont traverser trois épreuves dures. C'est-à-dire que le premier mari va décéder, le deuxième et le troisième. C'est le quatrième qui va lui enterrer. Mon père et ma mère m'ont dit un jour aussi que les femmes qui laissent traîner le bout de leur pagne vont toujours assister brutalement si tu veux, à la mort de leurs enfants quand ils vont atteindre l'âge adulte. Ça, c'est très difficile. Quand une femme traverse une période de la menstruation, là, il y a une façon d'attacher le pagne et en couleur. Il y a aussi l'autre conséquence fâcheuse, les jeunes dames qui attachent le pagne
au niveau de la poitrine et qui sortent de la maison, qui se mettent avec un cure-dent à la gueule comme ça, ça aussi c'est maléfique. Généralement, tu ne peux pas apporter de bonheur en famille et tôt ou tard, tu vas perdre ton mari. Parce que mon assistant t'a fait bestiri bidin chaman de bafo koni ta fait siri kofe et kono bara sanfe ka ben kono déformé ngalono tiente ta fait ka siri bara sanfe anya me mo koroba da kono chugo ami ko muso ni ko kika dembarka ma wuli ika ta fait siri ibara sanfe me ka ta fait siri ibara jogoro ko muso ba ka ite de. Il y a 3 façons d'attacher le pagne. Le premier qui s'arrête juste au niveau du genou est le symbole du prix de la virginité que la nouvelle mariée devrait attacher. Et c'est à partir de ce pagne-là, de ce bout de pagne, qu'une femme pouvait jurer. Et s'agenouillait, elle jurait. Si c'était dans le bon sens, eh bien, le vœu était automatiquement exaucé par Dieu. Le troisième pagne, c'est celui qui couvre le sous-pagne et qui met en valeur la féminité, la grâce féminine, en tant que dans sa plénitude. C'est extrêmement important. Là, on pouvait identifier peut-être 3 variantes de femmes. La grosse, la moyenne et la maigre ou l'effilée. Le troisième pagne, c'est celui qui couvre la tête. Et ceci pouvait faire la différence entre une femme mariée et celle qui est non mariée. C'est extrêmement important. Alors, donc, ça, c'est les 3 pagnes qui permettent à la femme de rentrer dans le cercle de la vie et d'être considérée comme mère de l'humanité. Et c'est le serment par lequel on jure. Attacher le pagne. Tradition et modernité peuvent-elles faire bon ménage? En tout cas, ça reste aux femmes de redonner au pagne sa valeur d'antan. Voilà, à l'instant, le dossier signé Mariam Sissoko. L'OHADA et le développement des entreprises, point de vue des jeunes patrons. Voici le thème autour duquel se sont réunis les responsables de l'OHADA et l'OGEP. L'objectif est de faire connaître aux jeunes patrons les mécanismes juridiques existants en leur faveur au sein de l'espace. Fatou Diaby. Convaincus que le développement de l'Afrique passe forcément par un secteur privé fort, les responsables de l'OHADA se joignent aux jeunes patrons. Dans un premier temps, il s'agit d'informer ces derniers sur les mécanismes juridiques existants dans l'espace OHADA pouvant les aider à développer leurs entreprises. Qui dit secteur privé dit naturellement les entrepreneurs et parmi les entrepreneurs, il y a les jeunes patrons. L'organisation travaille pour les jeunes patrons. L'organisation travaille pour que les jeunes patrons deviennent de grands patrons. Et pour ça, il faut naturellement ce rapprochement, il faut cette évaluation, il faut ces échanges, il faut ce partage d'expériences pour identifier au mieux les moyens juridiques qui sont mis en place par l'organisation dans l'intérêt des entrepreneurs. Cependant, la maîtrise de ce système juridique est le moyen le plus sûr pour les entreprises de voir de beaux jours, chose que les jeunes patrons ont d'ailleurs compris. Déjà, c'est la maîtrise de l'écosystème juridique. Il y a beaucoup de textes, par exemple la forme sociale, le choix de la forme juridique déjà est un indicateur. Ensuite, le respect du paiement des impôts, le respect des droits des employés. Donc aujourd'hui, un jeune entrepreneur qui se donne la peine de comprendre les dispositifs OHADA a plus de chances de réussir que celui-là qui ne se donne pas ce droit. Parce que comme je vous ai dit, dans le commun des mortels, les gens pensent que quand on parle de OHADA, il faut d'abord être juriste. Alors que même un médecin peut maîtriser ce texte. Donc c'est extrêmement important. Donc moi je me dis, cela est dû à la non-maîtrise de l'écosystème entrepreneurial, mais également au non-respect des conseils prodigués par des conseils en entreprise. Par exemple, on a 5 étapes pour la création de l'entreprise, le choix de l'idée, la matérialisation de l'idée, la formalisation de la recherche de financement et le démarrage. Mais malheureusement, les gens commencent par la dernière étape. Ils commencent à leurs activités et ensuite ils vont faire les autres. Donc évidemment, il est difficile que nous puissions sauver ce genre d'entreprise. Je pense qu'à l'issue des débats, nous sommes très satisfaits de ce que nous avons entendu, de ce que nous avons vu et des recommandations. Nous, en tant qu'entreprise et jeunes entrepreneurs, jeunes patrons tout court, nous avons besoin de cette garantie-là, de savoir que nous sommes dans un cadre juridique normatif
qui nous sécurise nous dans nos activités, qui sécurise aussi l'État dans ses droits. Cela nous permet de mieux faire valoir nos droits et de mieux avancer dans notre entreprise, toute chose qui peut nous permettre à développer notre plein potentiel. Responsables OHADA et OPEJ invitent donc les futurs jeunes patrons à suivre les processus de création d'entreprises dans les règles de l'art, une méthodologie qui pourrait assurer la pérennité des entreprises locales. Fidèles à leur tradition de redevabilité envers la population, les élus municipaux de la commune 5 se sont une fois de plus pliés à cet exercice démocratique. Depuis leur installation à la mairie en 2016, Amadou Ouattara et ses conseillers ont une fois de plus organisé ce débat public sur le budget. Cette rencontre est une tribune qui permet aux élus locaux de rendre compte de la gestion des affaires publiques dont ils ont la charge. Mariam Sissoko. Consacrée par l'article 288 du Code des collectivités territoriales, la restitution publique est une tribune qui permet aux élus locaux de rendre compte de la gestion des affaires publiques dont ils ont la charge, d'où l'objet de cette rencontre avec la population, une tradition pour la mairie de la commune 5. Mais avant cet exercice, la loi nous fait obligation aussi de passer dans tous les quartiers pour présenter les préoccupations des populations recensées dans le PDSEC. Parce que ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas, on pense que les choses tombent du ciel. Non. Il y a un PDSEC, le programme de développement économique, social et culturel, qui est élaboré tous les 5 ans. Et chaque année, l'obligation est faite à l'autorité communale de puiser dans le PDSEC pour monter son budget. Au cours de ces débats publics sur le budget primitif 2025, pas mal de difficultés ont été abordées. Chacun doit jouer son rôle. La mairie a obligation de bien gérer les ressources qui sont mises à disposition. Et la traçabilité, c'est ce qui incombe aux autorités communales. Le maire de la commune 5 va plus loin en invitant sa population à s'acquitter davantage de cette TDRL. Mais le paiement des taxes, ça incombe aussi à la population. Et vous avez vu, c'est la TDRL dont on a beaucoup parlé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement que la TDRL, il y a les activités économiques dans la commune. Et les gens ne se mobilisent pas pour payer les taxes. Et pour justifier, généralement, ils disent, bon, nous ne savions pas où est-ce que vont nos sous quand on les donne. Nous défions, en tout cas l'équipe que je dirige au niveau de la mairie, nous défions quiconque de nous surprendre par rapport à ça. Un exemple à suivre et à saluer par les habitants de la commune 5. Et ils invitent les autres maires à emboîter les pas pour le bien de leur population. Une commune avec un budget d'exécution de réalisation de plus de 9 milliards est vraiment salutaire. J'apprécie. Et les autorités et aussi toute la population de la commune 5. Mais l'autorité communale, sans mentir, est à féliciter. C'est une très bonne initiative. Ça demande que le maire de la commune 5, tout le bureau communal, veut la sincérité et la clairvoyance dans la gestion de la mairie de notre commune. Rendre la commune 5 une commune modèle est bel et bien possible, mais à condition que toute la population s'implique, c'est-à-dire à payer la TDRL. Les téléspectateurs maliens n'ont pas pu suivre en direct ce vendredi le match Mali-Guinée-Bissau comptant pour les éliminatoires de la CAN 2025. C'est là, malgré les efforts consentis par les autorités dans le règlement des droits de diffusion. La situation était liée à des problèmes techniques avec nos partenaires. C'est ce que nous explique ici Hassan Baba Djomboulé, directeur général de l'ORTM au micro de Bemba Sibi. Par rapport à cette compétition, notamment les éliminatoires de la CAN Maroc 2025, nous avons les droits. Nous avons les droits puisque nous les avons acquis avec le partenaire qui s'appelle New World TV. On a eu ces droits, mais hier, à quelques heures de la rencontre, nous avons reçu un courrier de la part du partenaire, notamment un mail. Je vais lire ce mail que nous avons reçu. En raison d'un problème indépendant de notre volonté et malgré nos efforts jusqu'au dernier moment, nous ne sommes pas en mesure de vous fournir les paramètres des matchs d'aujourd'hui et des prochains jours jusqu'au 15 octobre. Nous nous en excusons sincèrement et faisons tout notre possible pour réduire ce délai.
nous vous prions d'agréer, Madame, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées. Voilà donc le message que nous avons reçu hier, à quelques heures de la compétition. Et après réception de ce message, on a vraiment essayé de joindre les partenaires en vain. On n'a pas pu quand même avoir une explication directe avec le partenaire. C'est le lieu vraiment de présenter d'abord nos excuses aux téléspectateurs maliens parce qu'on était sûr qu'on pouvait donner ce match-là vu que les droits ont été gérés avec le partenaire. On est en train de continuer les négociations puisque le match prochain des Aigles est contenu justement dans ce délai qui ne nous permet pas d'avoir les références satellitaires. Donc on est en train de continuer. Ça veut dire qu'il n'est pas sûr, il n'est pas exclu qu'on ne puisse pas avoir les paramètres du match prochain des Aigles. On est en train de continuer les négociations et on espère qu'on aura une issue favorable justement d'ici ce délai-là. La diffusion des compétitions en général, mais des compétitions africaines en particulier, est une priorité du gouvernement. Quand je dis priorité du gouvernement, parce qu'à chaque fois que nous avons reçu des offres par rapport à certaines compétitions, on approche notre département, le département approche les autorités et on nous permet justement d'avoir les droits des différentes compétitions. À titre de rappel, la CAN Côte d'Ivoire 2023 inclut les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Cette compétition est à environ 600 millions de francs CFA. Ensuite, nous avons les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et là aussi, c'est à peu près dans le montant sensible. Sans oublier que pour permettre au public sportif malien de voir des compétitions aussi d'un certain niveau, notamment l'euro, le gouvernement aussi a payé les droits par rapport à l'euro qui se chiffrait environ à 300 millions. Donc, si nous regardons dans l'ensemble, ça fait quand même un package d'environ 1,5 milliard que le gouvernement débloque pour permettre justement au public sportif malien de suivre ces différentes compétitions. Voilà, les explications données à l'instant par le directeur général de l'ORTM par rapport à la non-retransmission du match Mali-Guinée-Bissau en direct sur ORTM 1. Voilà, c'est ce qui met un point final à cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. Le journal Bamana, c'est tout de suite avec Moussa Diarra. La positive attitude en toutes circonstances et en tout lieu, apprenons à vivre ensemble dans la tolérance et l'acceptation. Soyons ce pont qui relie les gens et non ce mur qui les sépare. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.